Bonjour. Bonjour. Tu es chef sortant des opérations du CICR pour le Proche et Moyen-Orient. Tu as pris tes fonctions en 2012. Comment était la région en fait à cette époque, donc en 2012? Quelles étaient tes préoccupations, tes appréhensions? En 2012, quand j'ai pris mes fonctions en juillet, c'était la période des printemps arabes, c'était le début du conflit syrien qui avait commencé par des manifestations en 2011 déjà, et ça commençait à s'aggraver, à s'approfondir. C'était l'enjeu principal qui émergeait de la région, évidemment à côté d'un conflit irrésolu, le père ou la mère de tous les conflits, qui est le conflit israélo-palestinien. Mais c'était vraiment le nouveau défi de la région, avec aussi l'Irak qui se remettait en marche après plusieurs cycles de conflits passés, et le Yémen qui continuait à malheureusement évoluer dans des situations de conflits internes divers et variés. Avec tout ça à la clé, le début d'une crise humanitaire régionale qui se dessinait. Tu as évoqué justement trois contextes là, l'Irak, la Syrie, le Yémen. Ces trois pays aujourd'hui font parmi les plus grandes opérations du CICR dans le monde. Donc ça a évolué pendant toutes ces années où tu étais le chef des opérations là-bas. Comment à ce moment-là prioriser entre les besoins humanitaires qui explosent, une diplomatie qui se complexifie avec le nombre d'acteurs qui se multiplient? Comment est-ce que tu as vécu cette intensité grandissante de ces conflits? Disons déjà d'un point de vue chiffre, si je compare de manière froide le budget de la région Proche et Moyen-Orient en 2012 et aujourd'hui, c'est une augmentation de 300%. Le budget a triplé. Aujourd'hui, le Proche et le Moyen-Orient, c'est 30% des opérations du CICR d'un point de vue budgétaire, mais aussi d'un point de vue capital humain. Les collègues mobiles et résidents qui travaillent dans les différents sites, délégations, sous-délégations, bureaux, antennes, tout ça a augmenté de manière assez spectaculaire pendant ces 6 dernières années, et c'est pas du tout un indicateur de succès, c'est un indicateur de détresse, un indicateur de conflits qui n'ont pas pu être résolus et qui se sont aggravés, qui se sont régionalisés, qui se sont même globalisés, et où le Proche et le Moyen-Orient, et si on prend la Syrie, l'Irak, le Yémen, mais aussi Israël et Palestine, devient malheureusement l'échiquier de puissances régionales et globales qui ont des problèmes à régler et qui n'y arrivent pas et qui essaient de les régler dans ces pays-là. Et où on voit quand même que les conséquences humanitaires sont dévastatrices, puisque les conflits ont lieu principalement dans des milieux urbains, dans des milieux densément peuplés, où les principes de base du droit international humanitaire, la distinction, la proportionnalité et la précaution ont été bafoués. Ça a généré des millions de personnes déplacées, des réfugiés. On a vu la crise des réfugiés syriens qui ont débordé, qui ont traversé les frontières de leur pays pour aller dans les pays voisins, dans un premier temps le Liban, la Jordanie, la Turquie, l'Égypte, aussi un peu l'Irak, mais très vite, les conditions devenant complexes dans ces pays-là, il y a eu aussi une composante plutôt européenne à cette crise migratoire qui est toujours pas résolue, puisque le conflit est toujours là, est toujours plus complexe à régler. Et quels étaient pour toi justement les principaux défis à relever? Chaque jour, je pense, en tant que directeur régional de cette région, on peut beau planifier ce qu'on veut faire, mais chaque jour réserve son lot de surprises. Et puis, il faut composer aussi avec les changements qui sont de nature très diverse et variée. Parce qu'il y a évidemment ce besoin et cette exigence permanente d'ajuster notre réponse humanitaire aux besoins. Et pour faire cela, il
il faut justement s'assurer que les conditions sont là, qu'on est accepté par les différents acteurs. Et on a aussi assisté pendant ces 6 dernières années à des conflits qui se sont fragmentés, à des dizaines, des centaines de groupes armés qui ont opéré en Syrie, qui ont eu des alliances qui ont changé avec des puissances régionales et globales. Et donc, il fallait en permanence essayer de comprendre toutes ces dynamiques-là pour adapter de la manière la plus sûre et la plus efficace notre réponse humanitaire dans ces pays, principalement la Syrie. Mais après, on a très bien vu que à partir de décembre 2013, on a senti une insatisfaction profonde en Irak qui a commencé par une crise dans la province de Anbar, qui a culminé en juin 2014 avec la prise éclair de la ville de Mossoul par le groupe État islamique et qui a déclenché un nouveau conflit en Irak avec une coalition internationale qui a dû se mobiliser pour mener cette guerre cette guerre une fois de plus asymétrique qui s'est déroulée dans des milieux et dans des villes avec aussi un coût humanitaire, un coût humain dévastateur pour les populations. Donc quand même ce paysage assez de ruines, est-ce que tu as le souvenir quand même à un moment d'une bonne nouvelle ou d'une réussite pour le CICR qui quand même apportait un peu de soulagement par rapport à ces besoins humanitaires absolument gigantesques? Je pense les différents voyages que j'ai pu faire sur le terrain pour visiter, soutenir les collègues dans les délégations, dans les bureaux, ça a toujours été une énorme source de motivation et de satisfaction parce que ça m'a permis de voir l'impact de l'approche du CICR, le fait de nouer un dialogue avec toutes les parties, de négocier centimètre par centimètre l'accès humanitaire et de développer des opérations, pas de court terme finalement, mais des opérations qui ont dû s'inscrire sur le moyen et long terme. Et ça, c'est une énorme source de satisfaction. Et en même temps, quand on voit le fossé qui se crée entre la catastrophe humanitaire qui s'est développée dans des pays comme la Syrie, comme l'Irak, comme le Yémen, et malgré tous nos efforts, ce que nous arrivons à faire, le fossé reste énorme. Et puis, ce fossé ne peut être comblé que par un respect plus important et plus sérieux du droit de la guerre. Et c'est pour ça qu'en parallèle au fait de développer des opérations humanitaires, d'augmenter la réponse humanitaire quand on peut le faire, il fallait en même temps investir énormément dans la diplomatie humanitaire, dans notre dialogue avec les parties au conflit, avec les pays qui ont de l'influence sur ces parties au conflit, qu'ils soient des États d'ailleurs ou des groupes armés, parce qu'en exerçant aussi cette pression nécessaire de l'importance du respect du droit, ça peut contribuer à restreindre les besoins humanitaires. Donc il fallait agir en permanence sur ces deux leviers et c'était une tâche évidemment titanesque, mais en même temps passionnante. Maintenant que tu pars bientôt pour d'autres fonctions, que retiendras-tu de ces années? Est-ce que tu as peut-être une anecdote, un souvenir en particulier? Il y en a beaucoup. Je pense que les moments les plus durs de ce rôle que j'ai occupé pendant ces 6 dernières années, c'était chaque fois les téléphones que je recevais des collègues du terrain qui annonçaient des incidents de sécurité. Ça, c'est des moments très forts qui restent gravés dans la mémoire. Évidemment, il y a le cas des collègues en Syrie qui ont été kidnappés le 13 octobre 2013. Ça fait bientôt 4 ans et demi. 3 collègues, et c'était 6 collègues, 3 ont été relâchés 2 jours plus tard, mais on a toujours 3 collègues qui sont portés disparus. En Syrie, évidemment, c'est énormément d'énergie, de travail pour continuer les efforts, et jusqu'à maintenant, on travaille pour trouver des solutions, pour trouver des réponses, et puis pour ramener autant que possible ses collègues auprès de leur famille. Il y a eu 4 crises d'otages que j'ai dû gérer au Yémen.
Il y a eu des collègues aussi tués, des collègues nationaux, des collègues mobiles, et ça c'est évidemment des moments de grande intensité qui nous testent, parce qu'à tout moment on doit recalibrer cette balance délicate entre l'impact humanitaire qu'on peut faire et puis notre obligation et notre responsabilité par rapport à nos collègues d'offrir un cadre sécuritaire acceptable et adapté aux situations. Je rentre du Yémen maintenant, après l'assassinat de notre collègue Hanna Lahoud le 21 avril. La ville de Taïz, là où nous opérions, là où notre président a fait une visite en juillet dernier, il y a 39 groupes armés différents qui y opèrent. Donc en permanence, il faut jauger les dynamiques avec ces 39 groupes, avec leurs sponsors, et puis essayer de s'assurer à tout moment que ce que nous allons entreprendre dans un endroit comme Taïz, et puis Taïz est un exemple qu'on peut appliquer aussi à de nombreuses villes dans cette région, c'est au cœur de l'enjeu sécuritaire, et puis de ce coût de la proximité du CICR aux victimes des conflits armés. Évidemment, il y a aussi des dizaines de volontaires du Croissant Rouge arabe syrien, des volontaires aussi du Croissant Rouge palestinien, du Croissant Rouge yéménite, qui ont été tués dans le cadre de leurs fonctions, et ça va sous le même chapitre de ces violations contre la provision des services de santé, le fait que finalement les hôpitaux, les centres de santé, les ambulances, le personnel humanitaire, malheureusement dans ces conflits, ont aussi été les cibles des belligérants, ce qui est évidemment inacceptable, mais ce qui est un rappel de l'importance aussi du travail que nous menons. Merci Robert.